Et enfin, au détour de la piste, un matin, apparaissent les premiers nilotiques. C'est une tribu qui s'appelle les Amers. C'est un peuple pastoral qui nomadise avec ses zébus au gré des pâturages. C'est là que l'expédition retrouve Marcus, notre ami de Lomo. L'année précédente, Marcus a soigné Philippe traditionnellement, 3 côtes brisées, avec de la graisse de zébu chaude. C'était les suites d'une chute de moto. Ensemble, ils parcourront le cours de Lomo pour dénicher les tribus les plus isolées, qui s'étalent comme un chapelet le long de ce cours d'eau. Sorgho. Les Amers sont un peuple de nomades. Donc les femmes restent toujours à peu près sédentaires, avec les chèvres qu'on entend là, et les hommes sont avec les zébus beaucoup plus loin. Donc ce sont les premiers peuples nilotiques quand on descend dans la vallée de l'Omo, où nous sommes. Donc ils ont quelques céréales qu'ils produisent, mais ils sont surtout tributaires de leurs troupeaux qui sont parfois très très grands, donc des centaines parfois de têtes de bétail, surtout des zébus, des vaches, qui protègent d'ailleurs avec des armes ou avec des bâtons comme ça. Ils sont pacifiques en principe, mais il y a des ennemis partout. En particulier les Mursis sont des ennemis traditionnels des Amers. Et la vie des Amers est une vie complètement pastorale, très calme en principe, hein. Donc on vit calmement avec le bétail. D'ailleurs, de toutes les tribus nilotiques, les Amers sont certainement les plus pacifiques, les plus agréables, les plus sympathiques. Ils ont des céréales, ils ont du lait, ils ont tout ce qu'il leur faut, de la viande. Donc finalement, ils vivent à l'écart de tout. Ils vivent tous à leur façon traditionnelle depuis des milliers d'années. Et les Amers en particulier sont au bout de la terre connue. C'est-à-dire qu'il faut savoir que là, on est à cheval entre le sud de l'Éthiopie et le Kenya. Le Kenya est à 40 km en vol d'oiseau seulement derrière ces montagnes. Et ils n'ont jamais été vraiment rattachés à l'Éthiopie, hein. Les Amers ne faisaient pas partie de l'Éthiopie. Ils étaient là, entre les ex-colonies anglaises et ce qui était l'Éthiopie des plateaux. Donc c'est un peuple complètement préservé, intact, qui n'a pas eu de contact avec personne et qui vit comme il y a 5000 ans. C'est ça qui est extraordinaire chez eux. Nos hôtes nous confient qu'une cérémonie exceptionnelle aura lieu à la prochaine lune noire. Aurons-nous le temps de nous y rendre? Car l'expédition est encore longue et aventureuse. Vous allez où? Oh non, pas là-bas. No contact. Il n'y a pas de contact entre les Amers et les Tchaka. Il y a déjà le fleuve qui sépare, mais surtout ces deux peuples traditionnellement ennemis qui s'affrontaient par le passé mais qui n'ont pas de contact, aucun contact. En fait, de toutes les tribus de l'Omo, aucune n'a de contact avec l'autre. Et lui, il n'ira jamais plus loin.
Le lac Turkana, au Kenya, marque la fin de l'Omo, puisque ce fleuve s'y jette dans un marais inextricable. Les roseaux cachent parfois les plus gros crocodiles du monde. Malheureusement, il faudra bien dormir sur les berges du lac et du fleuve, car il n'y a pas d'autre endroit disponible. Dangereux voisinage nocturne, surtout sans tente. Des pélicans, des aigles pêcheurs, des palmidés sont les témoins d'une nature vierge. Mais attention aux hippopotames, responsables de la moitié des accidents mortels d'Afrique dus aux animaux. Lorsqu'on quitte le lac Turkana, la vraie expédition débute, le long de l'Omo qu'on remontera. Les nomades d'Hassaneige apparaissent. C'est notre nouvelle tribu. C'est avec un misérable tronc d'arbre équarri qu'ils transitent hommes et bêtes sur les deux rives, et qu'ils remontent même le cours du fleuve. Vide, le bas-cours de l'Omo ne l'est pas. Des villages d'Hassaneige apparaissent çà et là. Les habitants y vivent de pêche, les troupeaux étant menés plus loin à cause des pandémies et des crocodiles. Et les berges sont plantées de sorgho, de maïs et de tabac. Les locaux sont aussi curieux de notre visite que nous le sommes. Ils vivent en communauté et tout le monde se salue à la façon d'Hassaneige. Leurs huttes paraissent rudimentaires, mais peut-être n'en faut-il pas plus pour être heureux. Hommes et femmes sont parés de bijoux multicolores. Mon oreille m'a dit que tu allais venir. Je l'ai dit aux autres, je l'ai dit à tout le village, je leur ai dit. Je sentis que quelqu'un allait arriver de loin. J'ai entendu la pirogue, les rames. Et c'est la première fois, je vais te dire, c'est la première fois que je vois quelqu'un comme toi et c'est pour ça que je suis tout excité. Et je vais te dire, tu es la bienvenue chez nous. Tu peux rester tant que tu veux, je suis sûr que tu as plein d'histoires à nous raconter, plein de choses à nous dire. Tu restes avec nous, hein. Malgré la bonne humeur ambiante, des clashs entre tribus peuvent survenir à tout moment, souvent dus à des vols de zébus. Des villages entiers sont parfois décimés. Mais il faudra bien parcourir en pirogue le no man's land qui les sépare. Au prochain méandre de l'Omo, il y a des dizaines de crocodiles qui mangent tout ce qui s'approche, y compris les humains. Il y a des crocodiles sur ce fleuve par milliers. C'est pratiquement un des endroits du monde où il y en a le plus. Et ils sont en plus très agressifs, les crocodiles de l'Omo. Ils peuvent facilement manger quelqu'un, hein. Donc c'est une nature, on ne peut pas dire qu'elle ne soit pas hostile, elle est hostile. On est au fin fond de l'Afrique sauvage. Rudesse animale. À chaque méandre, le mystère s'épaissit. La jungle se referme sur Philippe, oppressante.
Des milliers de crocodiles filent le long de la coque de bois nu. Mais plaisir de passer un nouveau soir au cœur de l'Afrique profonde, auprès de ces peuples autochtones, préservés de tout. Venez, restez là. Ici, on se trouve au bord du fleuve Omo. Bon, c'est pas tellement un très grand fleuve, mais en tout cas, il est puissant. Mais surtout, autour de ce fleuve vivent les populations pratiquement les plus incroyables de la Terre. Les Dassanetch, ici on est encore chez les Dassanetch. Les Dassanetch, ce sont des Nilotiques qui vivent du fleuve, donc un peu de pêche, de culture de sorgho derrière nous, donc au bord des villages. Et puis ils ont des troupeaux de zébus également. Ils sont originaires du Kenya, eux. Puis le Kenya qui n'est qu'à un jour de marche d'ici. Hein. Et puis le Soudan, par contre, il est encore plus près, il est peut-être à 15 km d'ici seulement. Donc on est vraiment au bout de l'Afrique pour étudier ces populations qui sont vraiment incroyables. Et ils existent finalement à une époque où on a des gratte-ciel, on circule en voiture, en TGV, tout ce que vous voulez, mais au même moment, des gens vivent encore comme à l'époque de la pierre taillée. Effectivement, après les Amers, après les Mursi, après les Tchaka, en fait on verra toutes les tribus de l'Omo, voilà. Y compris celles que même les ethnologues ne connaissent pas. Moi je peux vous trouver des ethnologues qui ont fréquenté l'Éthiopie pendant des années et qui ignorent par exemple cette tribu des Tchaka qui sont incroyables, quoi, qui ne peuvent pas plier le genou, toute la famille marche avec les jambes raides. On va voir ça, c'est quand même phénoménal. Combien de jours tu as marché? Combien de nuits tu as passé? Combien de lunes tu as vues pour venir à nous? Accepte cette offrande. On a encore tellement de choses à voir en Éthiopie tout le long de ce fleuve Omo, où on est pour plusieurs semaines d'exploration, de recherche. Donc effectivement, c'est toute une mosaïque de tribus qu'on ne fait que commencer à voir, mais qui sont tous plus extraordinaires les uns que les autres. Donc après les Tchaka, on va essayer d'aller voir les Mursi, donc les femmes plateaux, parmi les seules du monde, hein. Qui sont un peu agressifs. Alors on va voir si on va prendre des gardes armés ou pas. Philippe Frey compte rejoindre un village de Tchaka. Les Tchaka sont un peuple mystérieux qui ôte la rotule à chaque membre de la tribu. Personne ne peut donc plier le genou, ce qui n'entrave pas leur agilité surprenante. Mais le chef d'un village d'Assanedj le poursuit dans la jungle pour l'informer d'un drame. Philippe décide de repérer des traces seul, en éclaireur. Le problème, c'est qu'il y a des conflits armés entre les Dassanetch et les Nyangatom, donc les deux tribus d'ici. Ils se battent à l'arme automatique et à même pas 1 heure de marche par ici, tout un village a été massacré à l'arme automatique. Et donc malheureusement, on ne peut pas passer. C'est dommage parce qu'apparemment, on est à 1 heure ou 2 heures de marche des Tchaka, mais c'est pas possible. Il faut contourner la zone de conflit par le fleuve. Les méandres de l'Omo peuvent dissimuler des bandes armées. Mais personne ne peut finalement longer les berges de trop près à cause des crocodiles.
la zone de conflit est enfin contournée. Le danger est donc provisoirement écarté. Mais c'est pour faire face à la tribu des Mursis. Or, les Mursis sont connus pour leur agressivité. Plusieurs clans subsistent, les Homo Mursis et surtout les Ana Mursis. Ce sont eux les plus isolés et les plus inaccessibles. Mais tous défendent en fait fièrement leur indépendance. J'ai jamais vu une personne comme ça près de chez nous. Oui, il doit venir de loin. Il doit sûrement venir du Soudan. Leur seule concession à la modernité, des kalachnikovs. Tous en sont armés, même les femmes. Mais c'est pour garder les troupeaux. No problem. On est chez les Mursis, donc les fameuses femmes plateaux de la vallée de l'Omo. Et toutes ont le plateau, pratiquement toutes. Donc ça devient de plus en plus gros, elles mettent de plus en plus gros. Et puis finalement la lèvre s'étire. Et elles sont même armées de kalachnikov. Il parle de vos lèvres là. Il n'y a pas ça dans son pays là-bas. C'est des gens bizarres ces gens-là. They don't give. Pay. Sure. Why? Why is the problem? They don't give. Bonne route, bon voyage. Personne ne connaît plus le haut cours de l'Omo. Ces méandres courent paresseusement dans la forêt équatoriale, de plus en plus épaisse. La nuit, les singes hurlent. L'Afrique se referme, inaccessible et secrète. Difficile à croire, mais avoir pu vivre avec ces peuples stupéfiants et hors du commun est un réel plaisir. C'est d'ailleurs en même temps une drogue et une fascination. Chaque visage rencontré est gravé dans nos mémoires. Ce sont ces rencontres, souvent les plus improbables peut-être, qui rendent finalement la Terre plus petite et plus humaine. Plusieurs semaines que l'expédition a lâché ses amarres. Et la tribu des Amers est derrière nous, ainsi que la tribu des Mursis. Les villages se succèdent le long du fleuve Omo. Les gens vivent ici de cultures de sorgho et de tabac, et les troupeaux de zébus sont menés plus loin. Car les crocodiles attaquent par le museau toutes les bêtes, même les plus grosses, venues boire. La nature est étrangement calme, démentant les rumeurs de clash entre les tribus d'Assanedj et Nyangatom. Comme dans un rêve, sans la moindre animosité, nous parvenons chez ces derniers. Rien n'a changé ici depuis les origines. Pour chaque zone, en fait, il faut prendre des gens du coin. Donc une tribu va nous montrer le chemin pour aller à la suivante. Donc c'est comme un passage comme ça que nous allons faire d'une tribu à l'autre, puisque ce sont... Alors parfois ils sont dans de mauvais termes, donc en hostilité, donc
parfois ils ne vont pas aller jusqu'à l'autre tribu, mais ils vont nous dire bon, moi je vais pas plus loin, mais tu vas un peu par là et tu vas trouver cette tribu, mais moi je m'approche pas. Donc on va faire comme ça. Donc comme un passage de témoin en fait d'une tribu de l'Omo à une autre. Donc évidemment qu'il y a de grandes chances que ces peuples disparaissent, ou en tout cas soient culturellement annihilés à cause du progrès qui avance. Et ce serait malheureux quand même qu'on n'ait même pas eu connaissance qu'ils existent. C'est pourquoi on va les voir. Ce village Nyangatom surplombe le fleuve. Les enfants qui vivent ici n'ont certainement jamais vu d'homme blanc. Pourtant, chacun se montre accueillant, attentif, hospitalier. Moment magique et inattendu lorsque cette famille offre une boisson à base de sorgho grillé. Ces gens, même s'ils n'ont rien, nous offrent tout, simplement, avec humanité. La nuit tombe, soudainement comme toujours sous l'équateur. La vie du village se ralentit avec l'obscurité. Mais la rencontre se poursuit au bord du feu, comme si chacun avait encore envie de découvrir l'autre, sans se lasser, et avec une curiosité réciproque. J'ai l'impression qu'il y en a un qui va avoir une visite ce soir. Bonsoir, ça va? Au petit matin, il est temps de réembarquer sur le fleuve, ainsi que tous les jours. Mais cette fois, comme après un rêve éveillé. Cette rencontre était certes éphémère, mais inoubliable. Comme si le temps et les distances n'avaient pas d'importance. Il reste tant de tribus à découvrir. Alors effectivement, c'est aussi une frontière. Donc ce fleuve Omo est également une frontière entre les peuples. Donc on a certaines tribus qui sont de ce côté, certaines tribus qui sont de l'autre côté. Là on a par exemple les Nyangatom, là on a par exemple les Mursi, les Omo Mursi. Et ces peuples se détestent cordialement. Évidemment, ils sont obligés d'abreuver leurs troupeaux parfois dans le fleuve. Et puis donc les vols de bétail sont assez fréquents. La plupart des hommes sont armés de Kalachnikov ou de fusils automatiques. Et en plus des lances, bien sûr. Et les clashs tribaux sont très 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 fréquents de part et d'autre du fleuve. Mais ce calme apparent n'est-il pas qu'illusion? Un peu comme une tempête peut se déchaîner sans signe avant-coureur, ou comme un tremblement de terre peut survenir soudainement. Les clashs tribaux peuvent en effet intervenir n'importe quand, sans avertissement, sans même qu'on en connaisse clairement la raison. Il y a eu du passage par ici. Après, c'était des gens avec des chaussures. Donc c'est plutôt mauvais signe parce que c'est probablement des gens armés qui sont passés par ici. Bon, le problème, c'est qu'ici aussi, il y a des affrontements avec les Surma.
Et à 10 km la nuit passée, les Surma ont attaqué les forces spéciales éthiopiennes. Il y a eu des dizaines de morts. Ils voulaient récupérer en fait des têtes de bétail qu'on leur avait pris, 3000 têtes de bétail. Donc ils se sont battus entre 22h et 2h du matin. Et là, encore une fois, on ne peut pas passer. Donc malheureusement, on est obligé de faire demi-tour. Mais je ne sais pas comment on va faire. Poursuivre plus avant sur cette rive, la rive ouest de l'Omo, est devenu impossible. Ce serait même suicidaire. Il faut donc revenir en arrière et retraverser le fleuve. Ce long détour risque de prendre 4 jours et personne ne l'a anticipé. Le fleuve Omo prend sa source non loin d'Addis Abeba, sur les hauts plateaux. Mais c'est ici qu'il est le plus difficile à suivre et à parcourir. Il n'a par ailleurs été exploré pour la première fois qu'il y a un siècle. Les Tchaka, les Bodi, les Surma, toutes ces tribus qui vivent là, vivent en même temps dans une jungle équatoriale sèche ou humide et dans les derniers débris escarpés des hauts plateaux. C'est ce qui rend ces zones parmi les plus inaccessibles du monde. Nous retrouvons finalement la rive orientale de l'Omo. Comme en perdition, Philippe Frey et son équipe retrouvent les premières traces de vie. Un berger, des chèvres, un village se présente enfin. Mais de quelle tribu s'agit-il? Le territoire est-il stable? Il s'agit finalement, soulagement, de Hamers. Rien qu'aux petites nattes teintes en ocre de la jeune femme, on le reconnaît d'ailleurs. Les Hamers sont traditionnellement pacifiques, sauf avec leurs ennemis, qui tentent de leur voler des ébus, bien entendu. Notre rencontre, dès l'aube, nous mène à un campement qui s'éveille. Surprise, toute l'assistance est sur le départ. Mais pour quel événement inattendu? On l'apprend vite. Un Noukouli a lieu non loin de là. L'Oukouli est le rite le plus important des Hamers, mais reste à s'y faire accepter, car un occidental aura vite fait de juger à tort le spectacle incroyable qu'il aura devant les yeux. Le meilleur test n'est-il pas encore, et comme bien souvent, de tester le regard du nouvel arrivant ? L'Oukouli est effectivement une cérémonie qui dépasse l'entendement. Les Hamers sont des nomades qui vivent isolés les uns des autres, mais de temps en temps, comme pour cet Oukouli, ils se retrouvent. Pour se rappeler la date fixée, ils ont recours à des cordelettes qu'ils lient par des nœuds. Chaque nœud représente un jour jusqu'à la fête. Chaque jour, on coupe un nœud avec son couteau. Et le jour dit, ce sont des centaines d'hommes et de femmes qui affluent à la cérémonie. Au préalable, on aura préparé des pierres à moudre les graines de sorgho. Cette farine servira autant pour les repas que pour confectionner de la bière de sorgho. Parfois, on l'additionne même avec de l'alcool pur de sorgho qui titre à 35 degrés. Pourtant, seules quelques femmes ou les vieilles personnes consomment principalement cet alcool. Car il faut, surtout pour les jeunes hommes,
gardez les idées claires. Dans le cas contraire, on risquerait des accidents graves. Les femmes, par leurs chants et leurs danses, ponctuées de grelots, se déplacent dans les campements avoisinants. Pour ceux qui auraient oublié la date fatidique de cet événement, elles cherchent avant tout à se donner du courage pour l'épreuve terrible qui les attend. Arrivent enfin les mazes. Les mazes sont les fouetteurs, les nouveaux initiés. Ils forment une caste spéciale avec son propre langage, ses us et coutumes. Averties, les femmes se précipitent. Elles accourent à leur rencontre, prêtes au sacrifice pour leur clan. C'est un spectacle inimaginable qui s'annonce, car les femmes provoquent les mazes à outrance, jusqu'à ce qu'ils les fouettent jusqu'au sang. La branche, souple et tranchante, est après chaque coup abandonnée sur le sol, mais elle aura entaillé et cisaillé le dos de manière indélébile. Pourquoi un tel supplice? Pour elle, c'est une forme de courage et d'endurance. C'est en même temps un lien solide, inaliénable au sein du clan. Mais c'est surtout une aide pour le futur initié dont c'est la fête. Il s'appelle Anuka. Il se sera rasé le crâne pour l'occasion, hormis une touffe de cheveux sur le haut de la tête. Même s'il n'a pas un regard pour les femmes qui souffrent pour lui, il intériorisera cette plainte en lui. Anuka, l'adolescent, devient ainsi un membre à part entière de la société des Amers. En se suppliciant, toutes les femmes l'aident ainsi à y parvenir. Les fouetteurs, les mazes, doivent encore se peindre le visage de manière rituelle à l'arrivée du jeune initié. On utilise des teintes végétales qui existent dans la nature. Mais celui qui accomplit les peintures doit d'abord être purifié à l'eau de la tête aux pieds. On place aussi 2 plumes de part et d'autre de la tête des hommes.
Maquillés, apprêtés, les Maas doivent se montrer beaux, séduisants, sauvages, mais pas trop, car ils doivent également faire preuve d'indulgence et de mansuétude. Les coups de fouet pleuvent de moins en moins. On ne frappe d'ailleurs jamais les seins, même si le coup vient par le devant, mais uniquement les reins et le dos. Les hommes doivent malgré tout calmer les femmes devenues hystériques de douleur, car elles en redemandent toujours plus. Pas un son de douleur n'est sorti de leurs lèvres. Tout le monde se dirige désormais vers le troupeau de vaches qui stationne non loin. C'est une esplanade nue et dégagée qui accueillera l'assistance. Et surtout, les proches du jeune Hanouka. On fait tout pour faciliter la tâche du jeune homme qui devra sauter par 3 fois sur le dos des vaches rassemblées. On place donc flanc contre flanc les bêtes. On essaie même d'installer un petit veau comme marchepied, mais celui-ci refuse en général d'être séparé de sa mère. Les femmes participent au placement des animaux avec leurs grelots et leurs trompes. On tente d'aligner au moins 8 vaches. Après quelques rites initiatiques secrets supplémentaires, on approche du moment fatidique. En effet, on explique les serments d'entraide sacrés entre les membres du clan derrière une forêt de corps et de jambes. C'est le saut des vaches. Mais en cas de chute, c'est un blâme qui rejaillit non seulement sur l'initié, mais sur toute sa famille. Tout le monde est tendu, comme si cette tension pouvait aider au saut extraordinaire qui marque le passage d'un gamin à l'état adulte. Un nouvel homme amer va naître. Allez Hanouka, essaye encore une dernière fois. Une fois, 2 fois, 3 fois, le passage sur le dos des vaches se fait sans encombre. L'assistance retient son souffle. Il existe un nouveau venu dans le clan des Amers de Tourmi. La cérémonie avait été prévue de longue date. Les préliminaires ont été longs. Mais dès l'événement terminé, la foule se désagrège, comme s'il n'y avait plus rien à ajouter. Tous les nomades du monde, d'ailleurs, se saluent pendant des heures, mais ne connaissent souvent aucun au revoir que de tourner le dos et de